arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va rencontrer un cinéaste, Guillaume Massart. Guillaume Massart, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous-même? Très bien, je suis très content de discuter avec vous. Vous avez fait un film que je trouve assez remarquable qui s'appelle La Liberté. C'est un très beau titre et on va raconter un peu ce que c'est que cette liberté de l'intérieur même du film. C'est un lieu, un territoire que je ne soupçonnais pas, des bâtisses, des voies que je ne soupçonnais pas. On va en parler d'ici quelques minutes. Ce film est sorti, si je me trompe pas, on a une petite conversation hors caméra en 2019, c'est bien ça? C'est ça, en février 2019. En février 2019, le film est sorti le 26 mai dernier chez Blackout en DVD. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'émission est là et que vous êtes là aussi. Et je vous en remercie. Donc, vous pouvez retrouver dans le descriptif de cette vidéo un lien qui renverra directement à la page liée au DVD pour que vous puissiez vous le procurer. Et je salue ESC Distribution pour m'avoir aidé à monter cette émission. Parenthèse refermée. Avant qu'on parle du film, de Casabianda, de tout cela, vous me disiez hors caméra quelque chose qui pour moi est assez fondamental, à savoir la distribution, l'accompagnement d'un tel film. C'est un film c'est un documentaire qui dure 2h26 et donc déjà il y a certaines personnes qui peuvent être butées, surtout pas, il faut absolument le voir, c'est très important, ça pose des questions de cinéma qui sont fascinantes. Mais ce film qui est sorti en février 2019, je vous avais même posé la question, mais est-ce qu'il est sorti réellement en salle? Et vous aviez eu cette réponse incroyable, à savoir mais oui, il est sorti. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous n'êtes pas le premier à me poser cette question. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, me répéter un petit peu ce qui s'est passé autour de la distribution de ce film et comment vous l'avez accompagné surtout? La question que vous m'avez posée, effectivement, on me l'a posée lors de la première séance. La première séance du film n'a pas eu lieu un mercredi, elle a eu lieu un vendredi, alors même que les sorties se font le mercredi. Et le mercredi de la sortie, le film était disponible nulle part à Paris. On ne pouvait pas le voir à Paris. Il fallait attendre le vendredi. Et c'était pas habituel pour les spectateurs parisiens qui sont habitués à être très bien servis en termes de cinéma. Et c'est vrai que le jour de la sortie, j'étais sur France Culture le matin et des spectateurs ont été curieux, ont essayé de le voir et se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas le voir. Donc le vendredi, je présente le film dans un cinéma parisien et la première question d'un public, c'est « il sort quand ?» Il est sorti, vous venez de le voir. Non, c'est pas possible, c'est une avant-première, sinon j'aurais pu le voir mercredi. Et donc il a fallu leur expliquer qu'effectivement il était bel et bien sorti, mais que ce serait comme ça, que ce serait difficile l'exploitation de ce film-là, qu'à Paris il passerait 2 fois par semaine, 2 séances uniques par semaine dans 3 salles qui se passaient le relais. Et puis d'ailleurs ensuite c'est très vite devenu une seule séance par semaine, toujours systématiquement accompagnée d'un débat. Et les films documentaires ont beaucoup de mal à exister sans débat désormais, ça paraît un package obligatoire. Et il y a eu quelques cinémas qui ont eu un peu le courage de le montrer véritablement dans une vraie exploitation en semaine, avec des spectateurs qui regardaient le film et puis repartaient avec, et se posaient à eux-mêmes les questions. Le débat peut générer des choses vraiment intéressantes, je ne dis pas le contraire, je l'ai accompagné pendant 1 an ce film-là avec beaucoup de plaisir. Mais je pense que également rentrer et réfléchir à ce qu'on vient de voir et se trouver aussi par soi-même ses propres réponses, c'est pas sans intérêt. Et c'est pas mal d'avoir le choix en fait, en somme, soit d'aller voir le film accompagné d'un débat, soit de pouvoir le voir seul, soit même, sait-on jamais, avoir envie de le revoir, ce qui en l'occurrence ça a été très peu possible avec ce film, puisque moi quand je l'ai accompagné en France, c'était toujours pour des séances uniques. Et alors, pour plein de raisons, parce que effectivement le film dure 2h26, parce que c'est un documentaire sur une prison, les thématiques qui vont être abordées vont être très très lourdes, et ça donne envie de fuir, comme vous disiez, et c'est pas simple de se convaincre d'aller par là. Alors j'ai eu la chance d'avoir une presse qui soutenait plutôt bien, mais ça reste pas la sortie qu'on fait comme ça de gaieté de cœur, et en plus pour les exploitants, ce qui est pas simple, c'est que quand vous avez un film qui fait 2h30 et qui a besoin d'être soutenu par un débat derrière, ça fait que vous bloquez votre salle pendant très longtemps et que vous projetez moins de films mathématiquement. Voilà, votre séance qui commence à 20h, 20h30,
avec le débat, on va finir, il sera minuit passé. Et c'est ce qui m'est arrivé souvent, en fait. Hein. J'ai des débats il y a 2 heures du matin. C'était bien avant le couvre-feu. C'était une époque où on pouvait. Mais c'était vraiment passionnant, c'était très très riche. Mais c'est sûr, pour les exploitants, c'est pas quelque chose qui peut être fait en permanence. Et voilà, c'est comme ça. Mais c'est ce que vous disiez vers la fin de votre exposé, en quelque sorte, de vos propos, c'est que le retour a toujours été extrêmement positif vis-à-vis du public. Oui, alors, ouais, je dirais que ça en tout cas, ça a suscité beaucoup d'interrogations. Beaucoup de discussions, et j'ai passé beaucoup de temps à me dire que j'allais à un moment rencontrer le spectateur qui allait m'engueuler et qui aurait tous les droits pour m'engueuler, que ce serait vraiment très légitime, parce que j'ai fait un film qui... Alors, je ne sais pas si je peux en dire 2 mots. Mais je vous en prie, allez-y. Si, c'est fait pour ça, donc vous inquiétez pas. En fait, à Casabianda, donc la prison qui se trouve en Corse, dans la plaine orientale, on trouve une prison ouverte. Alors, une prison ouverte, c'est une prison... en l'occurrence, c'est une prison agricole. Ce n'est pas une obligation pour une prison ouverte, mais là, c'en est une. Donc, c'est une prison agricole sur énormément d'hectares en bord de mer, où les détenus travaillent, alors une bonne partie des personnes détenues travaillent au champ, donc à l'exploitation agricole, et le reste du temps, ils sont donc dans ce centre de détention juste au bord de la plage, et ils ont une sorte de liberté de circulation qu'il faut vite relativiser, hein, mais qui se définit déjà visuellement, dans le sens où il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, ce qui n'est pas forcément une énorme originalité, puisqu'il s'agit là d'un centre de détention et pas d'une maison d'arrêt. En centre de détention, on va en centre de détention une fois qu'on a été condamné, et pas quand on est dans l'attente de la condamnation. Et donc en centre de détention, souvent les modes d'enfermement sont plus souples et moins durs, donc souvent, ça surprend qu'à Casabianda, les personnes détenues aient la clé de leur cellule autour du cou. Mais en somme, c'est assez commun dans les centres de détention. Donc, il n'y a pas de barreaux aux fenêtres. Là où ça devient plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas de périmètre fermé à cette prison. Il n'y a pas un mur d'enceinte. Il n'y a pas d'autres limites que les limites naturelles. Donc, la mer d'un côté. Et puis, alors, il y a les délimitations des champs, évidemment, qui sont les délimitations habituelles des champs, des fossés, voilà. Et puis sinon, c'est bordé par la forêt. Donc là, il n'y a pas de limite. Il y a un mur invisible. Il faut savoir, il faut connaître la carte et il ne faut pas franchir. Alors, de temps en temps, il y a un panneau qui rappelle, si vous allez plus loin que ce panneau, vous n'êtes plus dans la prison. Ce qui est une expérience un peu étrange. Et donc, dans cette prison ouverte, où il n'y a pas de dispositif physique de rétention, eh bien, on trouve, alors au moment où j'ai tourné, il y avait environ 130 détenus. Une prison qui a une capacité d'accueil de 196 dans mes souvenirs. Parce que j'ai tourné ça, c'était en 2015, donc ça commence à remonter. D'accord. Donc, ces 130 détenus, pour bonne majorité, sont des personnes qui ont commis des crimes sexuels, le plus souvent intrafamiliaux. C'est au moment où j'ai tourné, en tout cas, 80% de la population enfermés à Casabianda sont des gens, sont des pères incestueux, pour simplifier l'appellation. Les 20% restants étant ce qu'on appelle de manière absolument atroce des crimes passionnels. On est passionnel là-dedans, enfin, ça nous permet de nous situer un petit peu. Donc cette population, elle est choisie pour des raisons particulières. Il ne s'agit pas de donner un traitement de faveur à cette population-là, hein, loin de là. L'administration n'a jamais eu cette idée pour autant, on s'en doute bien. Mais il s'agit simplement des détenus qu'on peut mettre là sans prendre de risques. Parce que ce sont des personnes qui sont considérées comme dociles, qui ont écopé d'une peine très lourde, pour laquelle souvent ils sont dans une culpabilité tellement forte que cette culpabilité est déjà ce qui les retient. Il n'y a rien qui les attend dehors. Ils sont la plupart du temps, en grande majorité, en rupture totale, familiale et amicale. Personne n'a envie de retrouver un père incestueux dans la vie, c'est pas possible. Un violeur d'enfant, c'est inimaginable. Donc, ils sont vraiment la lie de la société, les hommes infâmes, comme disait Foucault. Et personne n'a envie de les retrouver. Donc, on ne suppose pas qu'ils ont
d'attache à l'extérieur et qu'ils auraient facile à organiser une évasion. Et ils ne sont pas considérés comme des personnes dangereuses. Il s'agit souvent, contrairement à ce qu'on peut penser, les crimes sexuels, une fois qu'ils ont été dénoncés et condamnés, font peu l'objet de récidive. Voilà, les personnes qui ont été condamnées à des peines très longues, en plus, comme celle-ci, voilà, sont notamment effectivement les crimes d'inceste qui sont souvent dénoncés très tardivement par les victimes. On imagine bien lorsque le père sort après 10, 15, 20 ans de réclusion, les personnes qui étaient violées n'est plus enfants, est en mesure de se défendre, si j'ose dire. Ça est un peu fragile, hein, la manière de présenter les choses. Mais voilà, on imagine bien que la récidive est moindre, surtout que les crimes sexuels dont je parle sont des crimes sexuels intrafamiliaux, il ne s'agit pas des crimes de prédateurs. Et donc, véritablement, l'inceste se commet au sein de la cellule familiale. Il ne s'agit pas de gens qui vont sauter sur n'importe quel enfant qui passe. Donc lorsqu'on sort un film en salle qui parle de prison, qui est un documentaire, qui n'a rien de romantique du tout, hein, parce qu'à la limite, la prison, on peut en parler dans une fiction, et ça peut donner envie d'aller voir les grands dandys, etc. Mais quand, en somme, vous parlez d'inceste et de choses dont on n'a pas envie d'entendre parler, pour aller voir des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer, forcément, c'est pas évident à programmer, c'est pas évident à recevoir, c'est pas évident de se convaincre qu'on va regarder un film comme celui-ci. Voilà, si j'ai réussi à retomber sur mes pattes. Non, mais très bien. Et puis, mais en même temps, vous savez mieux que moi que le cinéma, c'est aussi un peu son utilité, c'est d'aller questionner d'autres territoires qui peut-être nous semblent incertains, mais qui peuvent avoir des résonances avec la société dans laquelle on vit. Il y avait une envie très forte dès le départ de votre projet d'aller croiser le verbe, comme on dit, avec ces personnes-là, ou d'accord. Pas du tout. Non, moi je suis comme tout le monde. Hein. En fait, j'avais aucune envie, aucune raison d'avoir envie de rencontrer des violeurs d'enfants. C'était pas mon projet du tout. Moi, au départ, ce qui me surprend, c'est l'existence même de cette prison, dont j'ai jamais entendu parler. Lorsque je la découvre complètement par hasard, et je la découvre dans une description un petit peu, comment dire, idéalisée, une description de carte postale, où on me parle de détenus qui, lorsque leur journée de travail est finie, peuvent aller se baigner, et qui serait la prison idéale. C'est l'idéal d'une prison dépeinte par un détenu dans un journal paru, je ne sais plus dans quelle prison c'est, mais mettons que c'est les Baumettes, un journal interne à la prison des Baumettes, je suis plus sûr de moi, mais voilà, c'était un journal interne à une prison en tout cas, d'un détenu qui rêvait à cette prison qu'il supposait être idéale, qui était Casabianda. Et quand je lis ça, je n'en reviens pas en fait, j'ai l'impression qu'on me ment, que c'est pas possible, que prison et idéal, ça peut pas aller ensemble, qu'il y a quelque chose qui déconne là-dedans, que on peut pas envisager dans un tel lieu une utopie, en somme. J'ai du mal à le croire, mais je me dis bon, d'accord, il faut aller voir, faut voir ce que c'est, quoi. Faut tirer le fil et dérouler la pelote. Donc la première chose qui m'attire, c'est le système de la prison ouverte. C'est ça que je veux découvrir. Que je découvrirai beaucoup plus tard, c'est le reste. Et au moment où j'apprends l'existence de Casabianda, je ne connais pas encore le type de crime majoritairement commis et je ne sais pas qu'on va parler de tout ça. Je passe plusieurs années à écrire un dossier dans lequel j'essaye d'expliquer le principe de la prison ouverte, puisque je me documente énormément, je me renseigne sur comment fonctionnent les prisons ouvertes en Europe, parce que c'est pas du tout une exception dans le monde. Hein. Casabianda, c'est une exception française, parce qu'il n'y a pas d'autres prisons ouvertes en France. Mais en Europe, il y a d'autres prisons ouvertes, donc je me renseigne, j'essaie de voir comment tout ça fonctionne. Le dossier que je rédige, c'est presque un mémoire sur le fonctionnement des prisons ouvertes, une espèce de mémoire de fonctionnement comparé entre les différentes prisons ouvertes et avec un focus sur Casabianda, dans lequel j'ai pas pu mettre les pieds, dans lequel il n'est pas vraiment possible ni loisible de faire des repérages. Je suis allé faire des repérages alentour, dans la région de la plaine orientale. J'ai entendu parler des gens qui y ont travaillé, qui connaissent des personnes qui y travaillent. J'ai fait tout un travail presque de journaliste, qui n'est absolument pas mon
mon domaine, c'est absolument pas mon métier, mais j'avais besoin, envie de comprendre ce que c'était que ce lieu. Et donc, je prévoyais de faire un film de paysage qui se tiendrait à distance de tout le monde, mais qui pourrait parfois se rapprocher du personnel, qui m'expliquerait en somme, ou qui me montrerait par ses actes le fonctionnement d'une prison comme celle-ci, et comment est-ce que, par exemple, s'il s'agissait de filmer les surveillants, comment est-ce qu'on surveille un lieu où il n'y a théoriquement pas les moyens de la surveillance. Donc c'était plutôt ça mon projet. C'était aussi un projet politique de fait, hein. C'était d'essayer de comprendre au fond comment est-ce qu'on retrouvait le panoptique dans cet endroit où je me disais en fait peut-être que ce fantasme d'abattre les murs ne fait que rendre les choses encore plus visibles, c'est-à-dire qu'on déshabille la prison de tous ses oripeaux, il ne reste plus que la prison. Et donc je me disais au fond, une fois que les murs sont abattus et qu'on peut voir partout à l'horizon sur une plaine en plus, alors on a le panoptique parfait. Et peut-être que en fait cette prison c'est l'idéal de la prison, mais dans le pire sens du terme en fait. Donc je me demandais voilà si cette utopie-là n'était pas en somme toujours une hétérotopie, comme le disait Foucault aussi. Donc c'était ça mon projet. Et puis en fait je n'avais aucune idée, et j'étais même convaincue du contraire. Je me disais que les détenus, il n'y avait aucune raison et aucune chance que je puisse les filmer. Qu'il n'y avait pas moyen, que ça ne les intéresserait pas, qu'ils ne prendraient pas le risque, eux qui ont commis l'inimaginable et l'impardonnable, d'être filmés. D'autant que c'est une prison souvent dans laquelle on finit sa peine, donc pour les 3 ou 5 dernières années de sa peine. Donc je me disais, en fait, ces gars-là, ils n'auront aucune envie de voir une caméra. Ça tombe bien, moi, j'ai pas très envie de les rencontrer, au fond. Forcément, ils me font peur. Je ne vaux pas mieux que quelqu'un d'autre, hein, j'ai mes a priori. Donc je me dis, voilà, à ce moment-là, je suis convaincue que je ne vais pas faire le film que j'ai fait au final. Et au final, lorsque j'arrive, moi qui comptais faire un film sur pied, peut-être même, je réfléchissais à l'idée d'avoir un paysage très très large et de éventuellement filmer en cinémascope. Je passe 2 jours sur place à tourner. Alors j'avais fait des repérages, j'avais rencontré tout le monde, tout le monde avait, semble-t-il, accepté l'idée de ma présence. Et en fait, lorsque je commence mon tournage, j'ai eu mes aides après des années, j'ai eu sur recette, etc. Je vous passe ce truc-là qui n'est pas très intéressant. Je me rends compte que personne ne veut être filmé. L'équipe qui a accepté. Les institutions, vous voulez dire l'équipe de. Ouais, c'est-à-dire que le directeur a proposé ma présence, personne s'y est opposé, mais ça ne signifie pas que les gens ont envie d'être filmés. Et je les comprends, il n'y a pas de problème à ça, je vois très bien. Moi-même, je ne pense pas que j'accepterais facilement d'être filmé, surtout dans un contexte comme celui-ci, dit-il en étant filmé. Et c'est un peu différent quand même. C'est un peu différent. Voilà. Et donc, je m'aperçois très vite qu'en fait, toutes les personnes que je veux filmer le refusent. Donc, je me dis, j'avais un principe de me tenir loin et de faire un film de paysage. Je vais faire un film de paysage. Mais enfin, je suis là pour 1 an. Alors, pas 1 an en continu, heureusement. L'idée était vraiment de venir aux 4 saisons, étant donné que c'est une prison en extérieur, une prison agricole. Je voulais voir le travail, le travail agricole, le changement, le passage des saisons, etc. Et bon, je me dis, ça va être compliqué quand même. Qu'est-ce que je vais faire ici pendant 1 an à filmer de très très loin? Et ceci est intégré dans l'introduction du film. C'est que je suis dans la cour en train de filmer de très très loin l'appel, parce que d'accord, il n'y a pas de dispositif théoriquement de surveillance, mais en fait, on recompte les détenus plusieurs fois par jour, on fait l'appel régulièrement, les gens s'alignent en d'oignon et on fait l'appel. Et l'appel, c'était mon cauchemar, parce que je me disais, c'est le pire truc pour moi à filmer, pour plein de raisons. D'une part, parce que je filme tout le monde, alors que personne ne veut être filmé, donc il faut que je me mette le plus loin possible pour que les gens ne soient plus que des têtes d'épingle alignées en randonnion, comme ça on n'identifie personne. Reste que personne n'a envie d'être filmé dans une situation pareille. Les surveillants ne veulent pas être filmés en train de faire ça, et les détenus n'ont pas envie d'être filmés lors de cette humiliation. Donc c'est vraiment compliqué. Et en plus, je ne suis même pas sûre que l'administration pénitentiaire va être d'accord avec l'idée que je filme un moment pareil.
Voilà, donc il y a rien en fait qui soit très confortable dans ce moment. Mais enfin, je suis là, je sais pas quoi filmer, c'est compliqué. Je me dis bon, je fais attention, il faut que je fasse un essai, il faut que je me confronte à ce truc qui me fait peur. Après tout, je suis en train de filmer en prison, je ne vais faire que me confronter à des trucs qui me font peur, donc allons-y quoi. Donc je filme ce plan-là sur pied, et ce sera un de mes derniers plans sur pied, parce que à la fin de ce plan, il y a plusieurs détenus donc qui partent très très vite pour quitter le champ de la caméra. Comprennent très bien qu'ils sont dans le champ. Et il y a un détenu qui vient me voir et qu'on va entendre en off dans le film et qui va me demander qu'est-ce que je suis en train de faire, qui va me poser toutes ces questions-là et qui va me faire comprendre qu'il n'y a rien de filmable ici. En fait, ce type-là, il ne veut pas être reconnu, il ne veut pas prendre le risque qu'on le reconnaisse. Si on le reconnaît, on va le prendre pour un violeur d'enfants, alors que lui, dit-il, fait partie des 20% qui sont là pour crime de sang et pas pour crime de mœurs, comme il dit. Et qu'il ne veut pas qu'on les confonde avec ces gens-là. Voilà, donc, toute la difficulté, toute la lourdeur de Casablanca me retombe dessus et je me dis, en fait, mon film est impossible. Rien ne va être possible. Lui passe son chemin, je me retrouve là un peu comme un con. Et puis, il y en a d'autres qui viennent me voir aussi et qui prennent renseignement un peu sur ce que je suis en train de faire. Alors, ils m'avaient rencontré lors des repérages. Quand j'étais venu faire des repérages, j'avais animé pendant une semaine un ciné-club. Les soirs, je montrais des documentaires pour leur expliquer ce que c'était que le documentaire, pour leur dire que c'était pas toujours envoyé spécial, que c'était pas la télévision, que c'était pas le journalisme, que c'était autre chose. Et donc, ils se souvenaient de moi, ils n'avaient pas détesté cette semaine-là. Et donc, certains me disent, bon, bah, t'es là, t'as l'air d'être libre de tes mouvements, les surveillants n'ont pas l'air de vouloir beaucoup t'approcher, en fait. Oui, mais surtout, ils ne veulent pas que moi, je les approche. Mais du coup, en gros, t'es obligé de rester dans la cour, t'es obligé de rester dehors, ou bien tu peux monter en cellule. Et là, je me dis, bah, en fait, on ne m'a pas interdit. Donc, si on ne m'a pas interdit, c'est que j'ai le droit. Donc, je vais monter en cellule. Et je monte en cellule, on m'offre un café, on me reçoit bien. Je passe un moment, comment dire, alors, complètement irréel, puisque tout ça, je ne l'avais pas prévu. Et en même temps, je ne pourrais pas dire que c'était un moment désagréable, puisque je suis en fait bien reçu. Alors, ce n'est pas chez quelqu'un, c'est une cellule, mais je découvre aussi ce que c'est que cette chose d'habiter une cellule, d'y habiter depuis un certain temps, de l'avoir essayé de la mettre à son goût, d'essayer de lui avoir donné une personnalité, ou bien chez d'autres, lorsque je visiterai d'autres cellules, par exemple, on voit quelqu'un qui s'appelle Michael dans le film, qui va prendre un grand espace et qu'on verra à la toute fin. Michael, sa cellule, elle était la plus neutre possible, il est intervenu sur rien, parce que c'était pas là qu'il vivrait sa vie. Il partirait un jour, donc il n'y avait pas de raison de s'accaparer cet endroit. Michael, c'est la personne, parce que j'ai eu beaucoup de mal à retenir les noms, ouais. Mais par contre, ceux qu'ils disent, ça, je les connais par cœur. Michael, c'est bien la... Avec qui on Ok, d'accord. Ouais. Que vous ouvrez en contre-jour et que vous refermez avec son sourire. Je vois très bien. Et donc, je suis dans cette cellule, je découvre ce que c'est, je mesure, pour m'être renseigné quand même sur ce qu'était la vie en prison, je mesure ce que ça signifie de m'offrir un café. Il m'offre un café, il m'offre un gâteau qu'il a cuisiné, enfin des choses comme ça. Donc je sais ce que ça signifie en termes d'argent investi, de pécule investi en cantine. Donc je sais que tout ça a été cantiné. Le café a le goût qu'il a, ben voilà, c'est un machin fait dans une boîte en ferraille. Enfin, c'est très bien en même temps. Ça a le goût que ça doit avoir. Et c'est quelqu'un avec qui je vais échanger, avec qui on va faire des blagues, ça va pas être désagréable. Et puis après, à la fin de la journée, on va quitter cet espace dans lequel on n'a pas encore filmé, hein, sa cellule, on s'est rencontrés. Et on va aller sur le parking, monter dans la voiture, et là, avec mon équipe, silence pendant combien de temps. Vous êtes combien? Pardonnez-moi de vous interrompre, Guillaume. Vous étiez combien de personnes dans la cellule? 3 plus 8, 4. 3 plus 8, 4, d'accord. Okay. C'est-à-dire moi, mon assistant réalisateur, mon ingénieur du son et lui. Et donc, on ne dormait pas à la prison. C'était un choix. On aurait pu. On nous l'avait proposé. On ne souhaitait pas qu'il y ait des logements de fonction. Donc, on aurait pu dormir avec les surveillants. En fait. Donc, on avait un peu de chemin. Je ne sais pas, 25 minutes, disons, de route. Pas en bruit dans la voiture pendant les 25 minutes. Et puis, quand même, le soir... le soir, cette espèce en fait, c'est peut-être ça le film, quoi. C'est peut-être rencontrer ces gens-là et alors en même temps une discussion sur alors qu'est-ce que ça signifie,
d'aller boire un coup et rigoler avec un violeur d'enfants. Comment ça va? Comment on le sent? Comment ça se passe? Comment ça se fait que ça a été si simple? En tout cas pour moi, ça a été très évident, cette rencontre. Donc qu'est-ce que ça signifie? Comment j'analyse ça? Voilà, tous les trois, on l'avait pas vécu pareil. Les deux autres avaient vécu certaines choses comme une violence, comme quelque chose de pas du tout évident, quelque chose... ils avaient envie de partir, quoi. Et moi, je sais pas, ça s'est passé simplement. Quand ils faisaient des blagues, j'avais du répondant. Enfin, ça passait. Et c'est pas évident, c'est pas simple. Enfin, je l'ai vécu bizarrement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je me suis dit, mais c'est peut-être ça qu'il faut creuser. C'est en fait, peut-être que soudain, quelque chose qui est important politiquement se révèle là. C'est-à-dire que, pour essayer de simplifier la chose, parce que je commence à partir en live. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est très clair, c'est très profond et c'est très fluide. Pour essayer de simplifier la chose, disons que lorsque je suis arrivé dans cette prison, je suis arrivé avec des convictions politiques qui étaient les miennes, mais qui n'avaient jamais été éprouvées par autre chose que mes convictions. Voilà, les convictions politiques, elles sont bâties par ma culture, par un héritage familial, mais finalement, j'ai peu vécu. Et c'est à chaque fois le cinéma qui m'a permis de vivre. C'est le tournage. C'est en voir des films, bien sûr, qui vous permettent de vivre des choses, mais pas les vivre comme aussi intensément qu'on vit un tournage. Lorsqu'on vit un tournage de documentaire, on vit une vie qu'on n'aurait probablement pas menée si on n'avait pas fait du documentaire. On se retrouve dans des lieux avec des personnes qu'on n'aurait probablement pas côtoyées. Et donc, on se met à creuser des choses qu'on ne connaît que théoriquement, sur lesquelles on a un avis incertain, basé sur rien, et en tout cas certainement pas sur l'expérience. Et là, j'avais une connaissance qui était devenue encyclopédique de la prison, mais j'avais aucune expérience pratique. J'avais mis les pieds au Baumettes, je savais à peu près comment c'était, mais j'avais pas cette expérience pratique-là. Et lorsque je suis arrivé à Casabianda, toutes mes convictions ont été, je vais pas dire qu'elles ont été ébranlées, parce que au final, je dirais qu'elles en sont toutes ressorties renforcées, mais elles ont toutes été mises sur la sellette. Il s'agissait de questionner en pratique les choses dont j'étais convaincu politiquement, mais strictement théoriquement. J'ai un exemple très vif qu'on voit dans le film. On a ce type qui s'appelle Joël, qui est barbu, puis qui après est plus barbu. Joël, à un moment, lors d'une discussion un peu nébuleuse dont il a le secret, à un moment, Joël se demande s'il aura le droit de réintégrer la société, si effectivement on peut lui donner une deuxième chance, s'il pourra un jour sortir et revenir et être à nouveau accepté parmi les autres, puisque a priori il n'a pas été condamné à perpétuité, donc il est prévu par la société qu'un jour il sorte. Il n'y a pas de doute théoriquement là-dessus, la société est d'accord, le pacte social dit ça. Et en même temps, il en doute très fort. Il en doute très très fort, et moi je lui pose la question de ce doute. J'essaye de creuser ce doute, d'aller au bout de ce doute. Et il me dit alors il me dit, je ne saurais pas refaire un verbatim, mais en somme, il réclame la possibilité de s'épanouir à nouveau. Et moi, je lui demande pourquoi est-ce qu'il aurait le droit de s'épanouir à nouveau, puisque on lui reproche d'avoir atteint à l'épanouissement de sa victime. Enfin, si je peux me permettre, pour les spectateurs qui n'ont pas vu ce moment-là qui se passe sur la plage, vous ne le dites pas de cette manière-là. Vous prenez bien le temps de lui expliquer, et puis lui, ensuite, il va répondre, comme vous l'avez dit. Je vous laisse terminer. Non, en fait, c'était pas évident. C'est important de se dire aussi que c'est important, je pense, de souligner que, comme vous l'avez très bien dit il y a 10 minutes, vous partez sur un autre film qui n'était pas celui auquel vous pensez. Encore que peut-être qu'indirectement, il y avait un truc qui était là et peut-être que vous ne vouliez pas le voir. C'est autre chose, c'est autre chose. Mais c'est que, et c'est ça qui est incroyable, c'est cette idée que, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, je vais refermer tout de suite la parenthèse, mais cette idée que vous avancez à tâtons, et c'est ce à tâtons, finalement, qui devient le film. Donc, ça veut dire il ne peut pas y avoir de manipulation et de manipulation sur la mise en scène, parce que, en fait, ce que vous découvrez, c'est le film que l'on voit. Et donc, il y a une distance qui est toujours parfaite, me concernant.
Et donc, je referme la parenthèse, je vous laisse terminer. Grâce au montage, c'est grâce à Alexandra Mello, hein, c'est grâce au montage d'Alexandra qui a trouvé le bon tempo pour garder. Le film n'est pas long pour rien, forcément, il y a des séquences qui sont longues, mais on a réussi à garder le maximum du cheminement de nos conversations, sans pour autant que ça devienne interminable et pesant, mais qu'on comprenne bien que tout ça, effectivement, progresse à tâtons et part d'un point pour arriver à un autre, puisqu'il ne s'agit que de ça dans ce film-là, c'est que des trajectoires. On marche sur des chemins, soit philosophiquement, soit littéralement, et parfois les deux à la fois. La séquence finale, c'est exactement ça. Hein, vous y allez, quoi, vous accompagnez. Et donc, Joël me disant ça, cette histoire de lui, il aimerait s'épanouir, et moi qui lui dis que, bah oui, mais alors ta victime, elle ne peut plus s'épanouir, en gros. Elle m'a dit, mais dans ce cas-là, autant mourir tout de suite. Et alors, en disant ça, il pose la question de la peine de mort. Mais il la pose en acte. C'est-à-dire que moi, qui suis face à Joël, au moment où il me dit ça, soudain, vertige, quoi. Je vois ce que c'est, cette question de la peine de mort, mais pour la première fois, je la vois pour de vrai. C'est-à-dire que j'arrive avec des convictions abolitionnistes, il n'y a pas de doute. N'empêche que, au moment où Joël me dit ça, pour la première fois, je dois me demander, est-ce que moi, je suis prêt à ce que Joël, un jour, soit libéré? Est-ce que ça me va d'imaginer que ce gars qui est très curieux, avec qui j'ai des échanges pas évidents, je ne sais pas où il va, c'est étrange, il est borderline à plein d'endroits, et puis c'est terrible parce que je ne sais pas ce qu'il a fait, et je ne lui ai jamais demandé, j'ai jamais demandé à quiconque ce que chacun a fait. Je sais simplement qu'il a été condamné. Je ne sais pas pourquoi il a été condamné, mais tout laisse à entendre, étant donné que je sais le type de crime commis par les détenus de cette prison, tout laisse à croire et tout laisse à entendre et tout laisse à penser qu'il a porté atteinte à ses enfants. Donc je suis soudain face à ce gars avec qui j'ai passé des moments intéressants, mais dont je pense qu'il devrait être ailleurs qu'en prison, dans le sens où je pense qu'il faudrait qu'on lui apporte des soins, parce que s'il est libéré effectivement du jour au lendemain après une incarcération de plus d'une décennie, je ne suis pas sûr de ce qui va lui arriver, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas dangereux pour lui et pour les autres. Donc je ne suis pas exactement prêt à ce qu'il soit libéré. Et lui me pose la question de d'accord, donc si tu n'es pas prêt à ce que je sois libéré, qu'est-ce que je suis censé foutre? Pourquoi est-ce que je suis censé mourir? Et donc c'est extrêmement enrichissant, ce moment où vous vous rendez compte que cette question fondamentale, vous pouvez enfin vous la poser en acte. Alors ça vous remue, ça vous bouleverse. On a continué tous les soirs à être dans un silence total dans la voiture, le retour à la maison, mais déjà l'arrivée au parking, en fait, était déjà un moment, un sas très étrange, puisqu'il n'y a pas de sas concret à Casablanca, contrairement à toutes les autres prisons, où on voit qu'on passe par des sas, des sas de décompression, c'est presque ça. Là, on n'avait rien. Il n'y a pas de moment de rupture, en fait. Hein. Donc, on arrivait au parking et on savait, en fermant la porte de la voiture, que ça y est, on était sorti de prison. On disait, bordel, on y revient demain. On n'a pas envie, aucune envie, on est hyper heureux de sortir de prison. Et puis le soir, qu'est-ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on vient de vivre, quel sens ça a, qui on est pour poser ces questions-là. Bon, d'ailleurs, en même temps, on ne posait pas vraiment de questions. On allait à la rencontre des gens, c'est pas un film d'interrogatoire, on n'est pas la police. Mais qu'est-ce qu'on est du coup? À quoi ça rime tout ça? Pourquoi l'administration nous fout la paix à ce point-là? Comment ça se fait qu'on est aussi libre de nos mouvements, qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut aller poser une question qu'on veut, tout en sachant qu'il y avait des choses qui étaient interdites, mais ça c'est la loi. En somme, voilà, on la connaît. Et puis eux, qui se laissent filmer, qui décident d'être à visage découvert, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et puis les victimes de ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont en penser? Qu'est-ce qu'on est en train de ramener? Qu'est-ce qu'on va montrer? À quoi ça rime de montrer publiquement le visage d'un violeur d'enfants qui parle de sa détention, qui parle de sa future réinsertion, peut-être, sans certitude, qui ne parle pas du crime, parce que ça, c'était un interdit qu'on s'était placé nous-mêmes, mais qui était également un interdit placé par la loi.
mais qui donc, ne peut pas parler du crime en détail, ne peut pas parler de sa victime, n'est pas là pour refaire son procès, mais qui peut parler du crime comme un fait philosophique, comme un concept, voilà, on peut parler de l'inceste en général sans rentrer dans le détail de ce qui s'est produit et sans parler de la victime en direct. Donc on peut parler de beaucoup de choses, on peut aller très très loin, mais à quoi ça rime? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et on s'est posé la question tout le temps. Comme je l'ai souvent dit, c'est très nettement l'année où j'ai le plus bu, parce que le soir on buvait, parce qu'il fallait trouver un exutoire. Donc, on allait se baigner, on parlait, on buvait, on réfléchissait chacun dans notre coin, enfin chacun faisait comme il pouvait. Et le lendemain matin, il fallait y retourner, et c'était vraiment bizarre. Et on ne pouvait pas s'empêcher de se demander à qui on était en train de faire du bien. C'était ça, en fait. Je crois que c'est vraiment la question fondamentale. À qui on est en train de faire du bien? Est-ce qu'on est en train de faire la promotion d'une prison et du coup de faire du bien à l'administration pénitentiaire? Voilà, on est un allié, on ne le sait pas, on est les idiots utiles de l'administration pénitentiaire. Est-ce qu'on est en train de faire du bien à des criminels qui se lavent de leur forfait de cette manière-là et à peu de frais? Voilà. Est-ce qu'on est des espèces de curés qui nous trimballons avec un confessionnal transportable? Qu'est-ce que c'est en fait qu'on est en train de faire? On n'a jamais bien su, mais on a continué. On a eu l'impression qu'on était dans un espace un peu inédit et que quoi qu'il arriverait, on ramènerait des choses, il y aurait sans doute quelque chose à trouver. Mais il fallait sans cesse se reposer la question de la motivation parce qu'elle partait tout le temps. On ne savait jamais où elle allait. Et puis après, on traversait des moments d'alignement des planètes tout à fait stupéfiants. Voilà, la séquence finale dont vous parliez, c'est hallucinant. Le moment où elle survient, on ne la voit pas venir, on ne sait pas que ça va avoir lieu, et elle arrive par hasard, par accident. Elle arrive parce que on était là au bon moment, au bon endroit. On était censé partir. Et il restait 1 ou 2 jours de tournage, je ne me souviens plus. Et on était censé avoir fini de voir Michael. Michael était censé travailler, on ne devait plus le revoir. On s'est déjà dit au revoir. Et il s'est blessé. Il a eu une sortie en vélo qui était organisée. Et il s'est blessé et du coup, il ne pouvait pas aller au travail. Et donc, il se trouve qu'on était là pour filmer autre chose. Et on le croise et il est là, on est surpris. Et il boitille un peu, je ne sais pas si ça se voit dans la séquence, mais il boitille. Et je lui dis, mais tu fais quoi là? Tu vas te promener? Donc il va se promener. Et d'accord, écoute, on est là, allons nous promener ensemble. Quoi. Et c'est vraiment parce qu'on était là et parce que finalement on croyait que tout était fini, que quelque chose en plus est rattrapé, que Michael se dit, c'est peut-être ma dernière chance de le dire, peut-être, je ne sais pas. Et c'est aussi le moment où je crois il identifie très bien quelque chose qu'on sent, je pense, progressivement au fil du film, qu'à ce moment-là, il ne fait plus les choses ni pour nous, ni pour éventuellement, je ne sais pas moi, complaire à l'administration pénitentiaire, comme certains auraient pu le supposer, ni pour atteindre ou parler de ses victimes, mais bien pour s'adresser à un spectateur. Et je crois que c'est vraiment le moment où il se dit, c'est ma dernière chance de parler à un spectateur, je vais la saisir. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais dans la séquence, il dit il faut que ton film serve, quelque chose comme ça. C'est quand vous l'avez plus ou moins. Enfin, vous ne lui posez pas la question, mais. Enfin, je crois qu'il y a un moment où vous avez envie de savoir, je pense. Et comme n'importe qui d'ailleurs. N'importe qui, vous l'avez dit, vous êtes un être humain. Et c'est là qu'il vous dit ça, effectivement. Et puis ensuite, il dit ce qu'il a à dire. Ouais. Mais permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que ce point de vue, donc, de la part de celui qui a commis ce crime, est-ce que ça peut déréaliser vos intentions au vu des spectateurs? À savoir que effectivement, il y a ce champ, mais il n'y a pas le contre-champ. Le contre-champ, c'est quoi? Le contre-champ, ce serait la victime. Il faudra plutôt les victimes pour le coup. Et c'est ça la question. Et c'est là où on parle de cinéma. C'est là les questions de cinéma que l'on peut poser. Ouais. Et effectivement, c'est une petite cuisine interne qui vous est propre. Donc, c'est pas toujours évident d'en parler. Mais là, je me dis à ce moment-là que le montage peut peut-être faire en sorte que le spectateur ne soit pas
n'éprouve pas forcément une totale empathie vis-à-vis de ce personnage. Bien sûr. Mais comment faire là, à ce moment-là? Comment faire? Vous me demandiez, ouais, j'ai pas répondu complètement, mais vous me demandiez tout à l'heure si je m'étais fait engueuler par des spectateurs, c'est pas comme ça. Oui, c'est ça, oui, en quelque sorte. Oui. Et c'est pour ça que j'attendais qu'un jour des spectateurs m'en d'Irlande, parce que ça aurait été tout à fait logique et légitime de me dire vous avez filmé des criminels sans jamais filmer leurs victimes. Et vous avez donné voilà, pendant 2h26 la parole à des violeurs d'enfants. Et actuellement, il n'y a pas de problème, c'est ça, effectivement. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste. Et je pense que il est arrivé à plus d'un spectateur de rentrer dans le film en étant en colère et d'en sortir, je dirais pas apaisé, mais en tout cas plus en colère de la même manière. Possible ça, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. L'objet de la colère peut s'être déplacé. J'en sais quelque chose, mais alors c'est pas simple à raconter parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie qui circulent trop largement, mais disons, je vais essayer d'en parler le plus sibyllinement possible. Il y a une personne, voilà, une personne directement concernée, une victime qui a vu le film et qui l'a vu parce que elle en avait entendu parler, cette personne, et qu'elle était a priori très en colère et que elle pensait que j'avais fait quelque chose de grave et que ça allait vraiment poser problème, quoi, et que j'allais en entendre parler pendant longtemps. Et donc, elle m'a contacté, elle voulait voir le film, et c'était tout à fait légitime de sa part. Moi, de toute façon, j'aurais jamais pu avoir accès à elle puisque je ne connais pas les victimes des personnes que je filme. Et comme ces personnes ne sont pas mentionnées dans le film directement, puisque je n'en ai pas l'autorisation et que de toute façon je ne le cherchais pas et que les affaires ne sont jamais détaillées, eh bien, j'aurais jamais pu lui demander l'autorisation. Donc, c'est elle qui m'a trouvé. Et donc, elle a demandé à voir le film et moi, j'ai accepté, évidemment, il n'y avait pas de doute. Par contre, je ne souhaitais pas qu'elle le voie seule, chez elle, avec un lien ou un DVD ou quoi. Je tenais vraiment à ce qu'elle le vive en salle, de bout en bout, de préférence avec un public, enfin qu'elle sache ce que c'est que cette expérience de cinéma, en fait. Qu'elle comprenne ce qui est effectivement livré. Donc, elle est venue voir le film et j'étais déjà très, comment dire, très reconnaissant de son courage à venir voir le film avec ces contraintes-là que je lui fixais, qui n'étaient pas évidentes. Anonymement, hein, bien sûr. Hein. Il ne s'agissait pas de l'afficher. Et quand le film s'est fini, alors déjà, moi, j'ai passé la séance, évidemment, à me torturer dans tous les sens, à me reposer toutes les questions que vous venez de me poser. Est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? Enfin, c'est un peu comme, vous savez, dans Z32, vous voyez, le film de Mograbi. Mograbi, régulièrement, il y a un meurtrier dans mon film, il y a un assassin dans mon film, et sa femme le lui reproche, tout le monde le lui reproche, et lui-même finit par se le reprocher. Et je comprenais très très bien ce que voulait dire Mograbi. Et donc à la fin. Mais moi, je ne vous reproche pas d'avoir fait le film. Non. D'ailleurs, je ne vous reproche rien du tout. Non, mais moi, je me le reprochais à moi. Voilà, donc. Forcément, en fait, ça y est, il y a quelqu'un dans la salle qui a toutes les raisons d'être en colère et qui peut-être va me pointer des choses terribles que j'ai pas vues parce que je suis naïf, parce que je me suis aveuglé, parce que je fais trop confiance, parce que c'est abject d'avoir été dans une forme d'empathie, parce que, enfin, tout ça, j'étais prêt à l'entendre, en fait. De toute façon, j'ai fait ce film, donc c'est tout, faut y aller, tant pis, quoi. Et donc voilà, cette personne rentre en colère a priori contre le film. Mais j'arrive à la convaincre d'aller le voir. Et à la sortie, c'est effectivement ce qu'elle m'a dit, que sa colère avait changé d'objet, qu'elle s'était déplacée. C'est-à-dire qu'elle n'était plus en colère contre moi, elle n'était plus en colère contre le film. Donc c'était déjà beaucoup. Mais elle me disait, vous pouvez pas m'empêcher de rester en colère contre mon père. Mais alors, aucun problème. Il ne s'agit pas de l'absoudre, il s'agit de rien du tout. Il s'agit de réfléchir quant à son existence, en fait, et à qu'est-ce qu'il est censé devenir, qu'est-ce que c'est, en fait, d'incarcérer quelqu'un.
Et qu'est-ce qu'on fait de ces crimes-là? En fait, comment est-ce qu'on les traite? Est-ce que la prison est une réponse à ces crimes-là? Est-ce que c'est une réponse? Et si oui, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'on ne peut pas l'affiner? Est-ce qu'il n'y a pas une autre réponse présentable? Donc, elle n'était plus en colère contre moi. Sa colère avait, je pense, c'était un peu modifié au sujet de l'administration pénitentiaire. Elle n'était plus la même. C'est-à-dire que pendant longtemps, elle a été en colère contre l'administration pénitentiaire sur le fait que son père ait été incarcéré à Casabianda. Parce que, comment expliquer? Beaucoup de gens, si vous cherchez Casabianda sur Google, vous allez tomber sur des forums de gens qui disent mais c'est une honte, c'est le Club Med des pédophiles, comment ça se fait qu'on incarcère des gens là? Et c'est ce que je vous disais au début de cet entretien, c'est que c'est pas un traitement de faveur qu'on réserve à des violeurs d'enfants de les mettre là. C'est simplement parce que c'est une prison dans laquelle il faut travailler au champ et que si on met un baron de la drogue là, il s'évadera. Voilà, en somme, c'est ça. Et donc soudain, elle n'était plus en colère contre l'administration pénitentiaire d'avoir enfermé son père là et de lui avoir, comme tu dirais, donné une belle vie. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. C'était plus ça. Et sa colère, elle était soudain absolument retournée contre un principe carcéral, contre l'idée de l'enfermement sans soin. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, quelque chose a bougé, quoi. Et donc ça m'intéresse, en fait. C'était la seule chose qui m'intéressait. C'était effectivement, puisqu'on a eu toutes ces conversations impensables, il faut les restituer aux spectateurs, non pas parce qu'on y a dit la vérité. Personne ne sait si ce qui est dit dans le film est la vérité. En fait, je ne sais rien. Donc, voilà, je ne sais pas si ces gens-là romancent quelque chose, je ne sais pas du tout. Mais il y a eu la vérité de l'instant, par contre, capturée par la caméra, la vérité du moment de l'échange, la vérité de la rencontre, ça oui. Et donc, ces conversations, elles ont eu lieu. Elles sont, à mon sens, neuves, presque inédites, et il faut les donner à entendre. Et pour les donner à entendre, il faut les mettre en perspective. Et il faut rendre possible l'entrée dans ces conversations, trouver une place tierce. Parce que vous parliez du montage, etc. Avec Alexandra, souvent on s'est dit, on monte pour le siège vide. Dans la salle de montage, il y avait 3 sièges, on était 2. Donc on monte pour le siège vide, pour la chaise vide. Et il faut sans cesse qu'on pense à cette chaise vide. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est moi qui tire la caméra et c'est moi qu'on entend parler derrière la caméra que le spectateur est obligé de s'identifier à moi. C'est pas parce qu'on est dans une forme de vue subjective que ma vue subjective est plus forte que celle du spectateur et par conséquent plus forte que celle de la victime ou quoi. Donc il faut sans cesse que dans une conversation, le spectateur puisse aussi bien être avec que contre moi. Et s'il est contre moi, il n'est pas obligé d'être avec mon interlocuteur. Il a le droit d'être ailleurs dans la pièce, il a le droit d'être positionné ailleurs dans la conversation, de pouvoir prendre du recul et dire en fait je suis d'accord avec aucun des deux camps, mais c'est pas pour autant que je suis en colère et que je quitte mon siège et que je m'en vais, que je sors de la salle. Je veux voir où vont ces conversations-là parce que je vais les mener avec vous, ces chemins à travers la prison et je vais essayer de voir où moi je me situe là-dedans. Et toutes ces questions fondamentales dont je parlais, qui sont posées pour de vrai, et je vais me les reposer pour moi-même aussi, voilà, pendant ces 2h26. Et j'aurai ma réponse à moi à la fin, ou je l'aurai pas, ou je serai perclus de doute à un endroit où j'étais sûr de moi, ou bien ça aura renforcé mes convictions, enfin voilà. Et c'est en ça que le film, à mon avis, est extrêmement politique, mais absolument pas militant. C'est-à-dire que moi, on m'entend parfois exposer clairement mes convictions. On m'entend dire que je considère que la prison désinsère et que c'est un bien drôle de truc que la prison ensuite prétend. Oui, mais c'est parce que vous rebondissiez, si je peux me permettre, sur ce que dit votre interlocuteur. Vous êtes étonné et donc vous rebondissez là-dessus, c'est pour ça. Ouais, mais en même temps, quand il me le dit et que je le souligne, c'est parce que je le pense aussi. J'en suis convaincu. Moi, je suis sorti, pour vous dire, je suis sorti de Casabianda
j'étais déjà abolitionniste pour ce qui concerne la peine de mort, mais j'en sors abolitionniste pour ce qui concerne le système carcéral. En fait. Mais ça c'est mon opinion. Elle est nourrie de toute une réflexion politique et c'est une opinion qu'il est facile de résumer dans un mot abolitionniste, mais qui n'est pas du tout facile à défendre et à déterminer comme ça en 2 mots. Il ne s'agit pas de fermer les prisons, enfin, ou plutôt les ouvrir et libérer tout le monde comme ça. C'est pas du tout la question. C'est une réflexion politique beaucoup plus complexe qui passe par un changement fondamental de la société. Mais le film n'est pas un film militant dans un sens ou dans l'autre. Par contre, c'est véritablement un film politique où des questions essentielles doivent être posées et sont ouvertement posées, là où d'ordinaire on nous bombarde d'affirmations. Là, rien n'est affirmé clairement. Tout est ouvert et tout est à penser. Et c'est aussi pour ça que le film s'appelle La Liberté. Il y a plein de raisons en fait pour lesquelles le film s'appelle La Liberté. Il y a quelque chose d'un peu ironique. Il y a un film sur la prison de l'appeler La Liberté. Ironique aussi sur le mirage de liberté qui est donné à Casablanca, cet espace qui fait semblant d'être la liberté, mais qui n'est aucunement. Et puis il y a la liberté de circulation, il y a la liberté de forme, la liberté de ton de ce film, la liberté qu'ils ont prise avec la loi. Tout ça est contenu là-dedans. Et en fait, la liberté telle qu'elle est exprimée par ce titre, qui n'est pas facile à porter, c'est un gros mot presque, c'est trop quoi pour un titre de film. J'ai eu beaucoup de mal à l'assumer au départ, mais ça m'a semblé au bout d'un moment une certitude de s'appeler comme ça. Et le mot liberté est là posé comme le concept philosophique de liberté, comme si au départ d'un devoir de philo, il fallait définir ce concept. La liberté avec un point d'interrogation et qu'il fallait commencer par définir ça. Et ben, commencer à définir ça, c'est n'en jamais finir. Ça ne va jamais finir. Je rappelle que le film est édité en DVD chez Blackout depuis le 26 mai. J'aimerais vous poser une dernière question. On pourrait parler de plein de choses, mais voilà, ça n'est pas possible malheureusement. Une dernière question. Le film s'ouvre, si je ne me trompe pas, sur une scène de nuit où l'on voit un sanglier comme ça dans la cour. Et on entend 2, 3. Est-ce que je pense que ce sont des détenus qui s'amusent avec lui comme s'ils s'amusaient avec un chien. Et vous faites quelque chose de très beau. C'est que vous êtes en train d'essayer non pas de réfléchir au dispositif de votre mise en scène, mais juste simplement de manier votre caméra pour voir comment vous allez filmer. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses du film. Et ça me permet de comprendre pourquoi on vous entend dans le film aussi, pourquoi parfois vous êtes hésitant, pourquoi parfois, limite, pardonnez-moi, vous vous excusez d'être là aussi. Ce petit plan de nuit pose le dispositif filmique du film. Donc, ma question est très simple. Est-ce qu'à un moment, bon, on sait, vous l'avez répondu au début de l'entretien, vous avez dit, bon, très vite, on a su que le trépied, il faut le balancer et puis on y va, quoi. À la fraîche. Mais quand vous étiez à la fraîche, comme on dit, avec votre caméra à l'épaule, est-ce qu'il y avait quand même des moments où vous vous posiez des questions sur où placer, où vous mettre dans la cellule, où vous vous êtes dit à un moment, bon là on arrête tout, on y va, ça va être instinctif quoi. C'est ma question permanente. En fait, c'est terrible parce que comme j'étais venu avec l'idée de faire un film très cadré, sur pied, des plans très larges, très composés, faire un film de paysage. Je parlais de James Benning. Ah ouais, d'accord. Quand j'ai compris que je laissais tomber le pied et que j'allais faire autre chose, j'ai tourné le film en 4 fois. J'ai fait 4 allers-retours à chaque saison. Et chaque fois que je rentrais, je montrais les images à ma monteuse, à Alexandra. On faisait ça à Périphérie, où on était accueillis en résidence de montage. Et à chaque fois, je lui montrais les images. Et quand je suis revenu de la première session, je lui ai dit que je suis désolé, en fait. Quand je lui ai donné les images, je me suis excusé. Je suis désolé, j'ai fait n'importe quoi. J'ai filmé n'importe comment, j'ai fait n'importe quoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait ce qu'on avait prévu. Je pense que tout est acheté. J'ai filmé n'importe comment. Enfin, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Ce qu'on devait faire en extérieur, c'est pas possible. Je suis pas équipé comme il faut. J'ai une grosse caméra de terrain alors que je suis en train de faire des choses au corps à corps.
Je suis obligée de porter sur l'épaule cette caméra qui est lourde, qui chauffe en plein cagnard corse, c'est problématique. Et en même temps, je me dis pas, je veux savoir pourquoi, mais je me dis pas, tiens, je vais changer de matos. Donc je garde ce matos jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est la croix que je porte, si c'est un truc comme ça. C'est aussi bête que ça, mais peut-être. Hein. Il y avait un truc, une envie, comment dire. Au départ, cette caméra, je voulais qu'elle soit volumineuse pour pas me cacher, pour qu'on me voit, pour que dans ce fameux panoptique permanent, il n'y ait jamais de doute sur le moment où je suis en train de filmer et jamais de doute sur vers où elle est tournée. Si on peut s'extraire du cadre, on puisse. Puisque j'avais vraiment cette peur que personne veuille y entrer. Et donc ensuite, bah voilà, je me suis dit, il faut garder ce principe. Et puis quand bien même j'étais un peu terrifiée par les images que j'avais filmées lors de cette première session, qui était extrêmement chaotique, je sentais qu'il y avait quand même des échanges qui mériteraient d'être au moins revus pour le futur montage. Et donc, changer de matériel, ça aurait signifié jeter ce qu'on avait déjà fait. Et je ne le souhaitais pas. Parce que je sentais bien que le film allait devoir se bricoler avec des centaines d'heures et que faudrait qu'on trouve notre trésor au milieu de tout ça et que jeter quoi que ce soit, c'était pas encore possible. Donc il a fallu se reposer les questions. Donc très vite, pendant le tournage de la première session, j'ai compris que ce serait plus un format en cinémascope, mais un format carré, qui n'est pas tout à fait un carré, mais qui est presque un carré. Hein, c'est du 5 quarts. C'est pas du 1, mais voilà. Qu'on allait passer du paysage au portrait, que le paysage était un leurre, que en fait ce paysage était une carte postale et que j'étais en train de me laisser happer par cette carte postale et que c'était une erreur, je passais à côté de ce qu'il y avait là, que filmer le travail et essayer d'être exhaustif sur le paysage, etc., c'était en somme répondre à ce qu'attendait le dépliant touristique, alors qu'en fait c'est pas du tout ce qui compte à Casabianda. En plus, filmer le travail à Casabianda, ce serait faire croire qu'il y a du travail à Casabianda. Ça dépend ce qu'on entend par travail. Mais ouais, il y a un travail rémunéré, mal rémunéré comme dans toutes les prisons, et un travail pénible, un travail de force qui ne mène à rien, qui n'est pas très intéressant, en tout cas d'une part qui n'est pas vraiment qualifiant, et d'autre part, enfin c'est pas parce que on sait faire une récolte qu'on ne violera plus ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Les gars qui sont incarcérés à Casabianda, ils ne sont pas incarcérés parce qu'ils émargeaient au chômage. Jamais été le problème. D'ailleurs, pour beaucoup, c'est des gens qui étaient insérés, qui avaient un emploi, qui avaient une famille, qui avaient effectivement toute une vie sociale, parfois forte. Enfin, il peut y avoir des instituteurs, il peut y avoir, on imagine bien, il peut y avoir de tout. Il y a de tout à Casabianda. Il y a aussi des chômeurs, mais en fait, c'est pas du tout ce qui domine. Il n'est pas simple d'ailleurs de trouver un trait social dominant à Casabianda. C'est plus simple, par exemple, de faire une étude sociologique au Beaumet et de voir quel est le profil sociologique type du voleur ou du dealer. Il est beaucoup plus simple à déterminer le profil sociologique du violeur d'enfants, d'autant plus intrafamilial. Il n'existe pas, c'est tout le monde, c'est un père. C'est peut-être le seul point commun qu'ils ont tous, c'est que ce sont des pères. Voilà. Donc la question du travail a jamais été fondamentalement importante pour soigner ces personnes. Alors que le travail, l'autre travail, le travail sur soi, le travail qu'il faudrait entreprendre avec ces gens-là, le travail de soin, il est très peu engagé à Casabianda. Donc, se tourner vers le paysage, se tourner vers la promesse d'un travail qui aurait du sens parce qu'on travaille la terre, parce qu'on travaille avec les bêtes, parce que ça, c'est un leurre, là aussi, et en fait, c'est pas rendre justice à ce qui, si j'ose dire, à ce qui se joue à Casabianda, en vérité. Donc ça je l'ai compris, mais après, j'étais effectivement pris par quelque chose de contradictoire. Moi, si vous voyez mes films précédents, pour beaucoup, ce sont des films sur pied, pour la grande majorité, sur lesquels je me suis affairé à cadrer, à avoir un cinéma un peu tiré au cordeau, un peu propre, un peu poli, sans doute d'ailleurs, pas trop bien coiffé. Et
sans doute un peu trop référencé aussi. Je pense que pendant 8-9 courts-métrages sur les 11 que j'ai fait avant La Liberté, je suis parasité par mes références et j'essaye de travailler avec elles parce que j'ai pas encore affirmé qui je suis. Et à Casabianda, comme soudain je dois abandonner tout ce que j'ai préparé sagement pendant des années pour soudain improviser, et ben je suis tiraillée, quoi. Et soudain je dois dire ce que c'est Guillaume Massart qui filme. Donc, pour la première fois, je suis obligée de dire bon bah ça c'est ma grammaire, ça c'est vraiment moi, c'est comme ça que je fais. Alors je fais mal parce que c'est nouveau, parce que en fait je fais mes gammes en même temps, donc c'est très nouveau. Je suis souvent rattrapée par l'envie de bien cadrer, donc je me redis alors attends, comment on fait déjà exactement, où est-ce que j'en suis? Mais en même temps c'est pas facile à faire, non pas que bien cadrer ce soit une chose aussi difficile que ça. Enfin, entendons-nous, si oui, j'ai compris. Cadre, c'est quelque chose de très difficile, mais suivre des règles simples de cadrage, c'est en somme voilà, juste une discipline. Mais vous êtes en train à la fois de rencontrer ces personnes, d'accéder à des questions fondamentales bouleversantes qui vous atteignent. Vous êtes sans cesse en train de vous remettre en question, de vous mettre en cause, de prendre de la distance sur vous-même et d'essayer de regarder ce qui est en train de se jouer. Vous dire, ok, est-ce que je parle trop? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il faudrait que je réponde? Est-ce que je peux le laisser dire ça? Est-ce que je dois faire attention? Est-ce que je parle trop fort? Est-ce qu'on va nous entendre dans le couloir quand on enregistre dans les cellules? Est-ce qu'on peut bien faire ça? C'est vraiment une grande question, est-ce qu'on a le droit de faire ça dans une prison? C'est une question souvent, en fait. Hein. Mon assistant Réa, qui est vraiment un type formidable, Simon Kansara, je l'avais surnommé mon Jiminy Cricket, parce qu'il était sur mon épaule, effectivement, et qui me chuchotait à l'oreille quand, par exemple, tu ris trop fort. J'aurais jamais pensé qu'on me dirait ça dans une prison, parce que j'imaginais pas qu'un jour j'allais rire trop fort dans une prison. Et donc à un moment, je me souviens très bien, j'étais dans une cellule, quelqu'un fait une blague, et Simon me dit à l'oreille, tu ris trop fort, rappelle-toi qu'on est en prison, en fait. Ça va pas aller. Et on doit continuer à être là pendant 1 an, en fait. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Donc vous êtes en train de gérer tout ça, vous avez la caméra sur l'épaule, et je sais pas, la personne en face va vous dire un truc qui vous désarme, que vous avez jamais entendu et que vous pouviez pas vous préparer à l'entendre. Ben, votre caméra, elle tombe. Et soudain, elle est tombée. Ah oui, merde, faut que je la relève. Et sans arrêt, il faut se redresser. Et c'est Alexandra qui appelait ça les émotions du cadre. Et c'est ça qui se passe. C'est vraiment ça qui se produit, c'est que régulièrement, non seulement il faut se rappeler qu'on est en prison, mais il faut se rappeler qu'on est en train de faire un film. En fait, il faut se rappeler pourquoi on est là, quoi. Et se le rappeler, ça fait remonter toutes les questions qui entourent ça, tout le temps. En fait, pourquoi on est là, c'est plein de choses, quoi. Ça veut dire qu'on a eu l'autorisation de l'administration pénitentiaire. Ça veut dire que les gens qui sont là ont été condamnés pour quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont accepté d'être filmés. Ça veut dire qu'à la fin, on va monter. Ça veut dire que tout ça va être montré à des spectateurs. Et toutes ces questions-là, elles vous reviennent sans arrêt à chaque fois que votre cadre a une émotion. Vous devez le redresser. C'est ça qui est suscité en permanence dans le film. Et c'est pour ça que on est tenu en activité malgré que ça dure 2h26 et qu'on n'a pas envie d'être là. Et ben en fait, on part pas non plus. On va pas tout de suite quitter cette île, en fait. On va pas tout de suite quitter cet endroit. On n'a pas encore épuisé tous les mystères de cet endroit, en somme. J'ai l'impression que c'est vraiment un film qui... Enfin, je dirais pas que vous n'en êtes pas sorti indemne, pas du tout, parce que vous avez une distance avec ce film qui est assez incroyable. Et puis mais en tout cas, il y a un avant et un après La Liberté maintenant dans votre manière de questionner le cinéma. Oui, clairement. Alors, je veux pas dire que je vais faire tous mes films. On entend tomber la caméra à chaque fois. Ça c'est un film. Ça c'est le style Massart. On voit rien, c'est le bordel ou là, ouais, c'est lui. C'est Massart, c'est normal. Merci beaucoup en tout cas, Guillaume. C'était vraiment un plaisir de vous entendre parler de la construction, de votre rapport à cela, la distance. Je pense que c'est un film qui est important et qui peut-être d'ici quelques temps
posera la question de cette distanciation qui en tout cas, a émaillé pendant plus d'1h05 durant cet entretien. Je rappelle encore et toujours qu'il y a un lien dans le descriptif de cette vidéo, renvoie tout de suite à la page du DVD pour vous le procurer. Le film est édité chez Blackout, distribué par ESC, si je ne me trompe pas, que je remercie entre parenthèses. Merci beaucoup Guillaume Assart, c'était vraiment un plaisir de vous écouter. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite et j'espère qu'on se retrouvera très très vite. Entendu, merci. Au revoir. Bonjour, merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony.